Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le Jeu. Bonjour, ici Fred Bastien, So Rad. That's radical. Bon, au cégep, c'était quasiment à mode, le mot radical. Tu sais, c'est comme dans la culture skate, c'est important. Ça veut dire que t'as fait un bon coup. T'as fait de quoi de radical. Puis même à l'époque, on se trouvait comme à la mode de dire qu'on était radicaux dans nos demandes syndicales de coop de café étudiant à l'époque. Tu sais. On veut un nouveau toaster. Ouais, super prise de position radicale à l'époque. Tu sais, je me moque un peu du terme. En vieillissant, j'ai compris que le terme radical, c'est pas mal plus complexe que ce que j'avais imaginé précédemment. Tu sais. J'ai compris qu'on pouvait regrouper plusieurs types d'extrémisme dans un concept qui parle beaucoup, la radicalisation. Aujourd'hui, on peut se radicaliser à gauche, à droite, même en haut. Est-ce qu'il y a un lien entre le jeune militant d'extrême droite néo-nazi et le jeune anarcho-communiste qui lance des bouteilles de bière dans les vitrines d'Hochelaga? Est-ce qu'il y a un lien entre le jeune radicalisé par la religion qui va lutter pour le groupe armé État islamique et le jeune nerd célibataire involontaire qui décide de s'en prendre à toutes les femmes? Et aujourd'hui, ce sont les questions qu'on se pose. On se pose ces questions-là bien entourées. On est avec Margot Benardi du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Margot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu as eu la chance de suivre la série Le Jeu diffusée à TVA. On a passé à travers le dernier épisode récemment. Tu pourras avoir une réflexion sur la série aussi, la finale de celle-ci. Mais on te parle aujourd'hui parce que tu es une experte en radicalisation, mais aussi tu connais bien les incels. Alors, on a beaucoup de contextualisation à faire parce que plusieurs personnes ne connaissent pas l'existence de ce mot. Mais on comprend dans la série, dans le fond, Frank, le méchant, et un incel appartient à un groupe Internet, les pas de vie, qui semble imbriqué dans l'idéologie incel, dans les célibataires non volontaires qui parfois peuvent devenir radicaux. Comment tu définirais premièrement, Frank, le phénomène des incels où on est aujourd'hui, puis ensuite on s'attaquera à ce que tu fais autrement sur les autres types de radicalisme. Mais commençons avec la série et Frank. Là. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Frank à vouloir menacer physiquement une femme comme Marianne? Il y a plein d'éléments qui peuvent faire ça. Tout d'abord, quand il s'agit d'une personne comme Frank, dépendamment comment vous dites, il faut, considérer son contexte. Donc, comment ça va en ce moment dans sa famille. On a pu voir au cours des épisodes que Frank et sa maman, ça se passe pas très bien. Puis visiblement, il n'y a pas d'autres moyens où lui-même se réalise. Pas de système de support. Pas de système de support. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité. Puis comme facteur de protection, on remarque qu'il n'y en a pas non plus, sauf lorsqu'il s'exprime librement sur les réseaux sociaux avec des opinions très, très, polarisantes, où il va avoir des propos qui vont être péjoratifs, insultants, dégradants, humiliants envers les femmes. Puis, c'est là où on peut comprendre qu'il s'associe en étant lui-même, en se donnant son identité, son sens à la vie, comme étant un célibataire involontaire, c'est pas par choix, c'est la société. Son identité. Ouais, il va s'identifier comme ça. C'est la société qui l'a rendu ainsi. Exact. Donc c'est pas lui, c'est pas son contexte familial, c'est pas son manque de confiance en soi, c'est lui qui réalise pas ça. Alors que quand on regarde, peut-être que Frank il a une pas bonne estime de lui, que il a peut-être peu d'amis, puis ça aussi c'est important, c'est l'isolement, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc c'est plutôt des facteurs qui vont s'accumuler. Puis, beaucoup de choses là-dedans. Remarque. J'ai l'impression qu'un individu isolé va être plus susceptible de prendre n'importe quel chemin de radicalisation, que ce soit à gauche ou à droite. Je pense que c'est un des gros facteurs, là, l'isolation. L'isolement, sûrement, mais tout d'abord, la radicalisation en soi, c'est pas quelque chose
de mauvais. Tu sais, tu donnais ton exemple de on prend position au cégep, mais c'est parfait dans la mesure où dans ton contexte, t'es là pour défendre des droits, le droit des étudiants, des élèves. On va prendre des moyens, mais les moyens qui sont pris sont pas violents. Puis c'est là où dans le centre de prévention de la radicalisation, menant à la violence, c'est le menant à la violence qui, dans le processus de radicalisation, où il faut une idéologie, où on va mettre toute notre énergie là-dedans pour arriver à des fins, lorsque l'utilisation de la violence, c'est là où ça brise tout le concept du vivre ensemble. Puis là, en ce moment, dans le dernier épisode, Frank, il y en est là, en fait. C'est qu'il y a plus d'autres alternatives que d'utiliser la force pour reprendre un contrôle. Et on se doute que c'est ancré dans certaines problématiques liées à la vraie vie. Là, je pense qu'il y a comme 3 ou 4 types de réactions à ce qu'on vient de dire sur les célibataires involontaires, c'est-à-dire des gens qui disent pardon, il y a des célibataires involontaires qui veulent tuer des femmes, des gens qui ne connaissent pas du tout l'enjeu. Il y a des gens qui vont dire ça me rappelle la tragédie à Toronto où on a eu un incel, on reviendra sur le terme et l'origine là, qui s'est réclamé incel et qui a justifié son acte de violence par cette idéologie ou cette portion d'extrémisme de cette communauté. Et il y a des gens qui se disent, ben voyons donc, c'est exagéré, il y en a pas du monde de même. Moi, sur les réseaux sociaux, je passerai jamais à l'acte, je ne suis qu'un vulgaire troll et c'est de l'exagération. D'ailleurs, il y a un moment dans la série où un professionnel de la santé mentale questionne l'entourage de Lily. Incel, c'est nouveau gang de rue? Non. Incel, involontairement célibataire, c'est un mouvement en ligne de misogyne hardcore. En général, c'est juste des gars frustrés qui ont jamais eu de blonde, mais il y a des trucs tellement violents. Tu sais, le gars qui avait foncé sur des piétons à Toronto en avril dernier, ben c'est un incel. Il a fait ça pour la cause. Puis le fou à Marianne, ça ressemble pas mal à ça. S'en prendre à une inconnue juste parce que c'est une femme. Là, je viens de passer 2 heures sur les groupes de discussion. Je te jure, c'est surréaliste. Bon, il faut naviguer à travers tout ça. Je pense que je peux partir. L'historique des incels vient initialement pas d'un endroit problématique ou dangereux pour la société. C'était un groupe de personnes, beaucoup des jeunes hommes, qui s'avouaient incapables d'entrer en relation amoureuse et ou sexuelle avec des gens de l'autre sexe ou peut-être du même sexe dans des cas extrêmement rares, mais en général, c'est des petits gars qui sont pas capables d'avoir une blonde, en général, tu sais. Et là, de ça, il y a eu des moments plus extrêmes qui sont nés de cette communauté-là. Comment est-ce que ça s'est toxifié, Margot? Ben, en fait, puis je vais reprendre et répondre à ta question aussi. Vas-y. Il y a l'idée dans la société, il y a le concept de l'homme qui est véhiculé, qu'on trouve que c'est l'homme idéal, parfait. Puis dans les incels, on appelle ça un Chad. Oui, exact. Chad, si je peux faire un parallèle avec la série, ça pourrait ressembler à Joe. Dans le dernier épisode, Joe, il y a des relations sexuelles, ça paraît banal, même si dans un contexte de travail, puis ça se passe bien. Un Chad, j'essaie de définir un Chad, moi aussi. Un Chad, c'est quelqu'un qui a jamais eu besoin de se faire expliquer comment réussir à séduire. Exactement. Il est né, beau et confiant. Tout à fait. Tout lui sourit. On a l'impression que tout lui sourit avec les femmes. C'est exactement. Ça, c'est un Chad. Ouais. Ça, c'est très menaçant pour un incel. Mais c'est très menaçant pour un bêta. Puis les bêtas, ça va être la sous-catégorie des hommes qui n'arrivent pas à être des Chads. Puis en fait, les Chads, c'est comme s'ils volaient toute l'énergie de ces hommes-là parce qu'ils seront jamais comme le Chad. Comme eux. Ils pourront jamais changer qui ils sont. Puis en fait, c'est toute une question de comment est-ce qu'on s'accepte en tant qu'homme en n'ayant pas cet idéal qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc, en partant de ça, puis en voulant avoir des relations intimes, des relations amoureuses, une connexion humaine, on remarque que quand je sors, je peux pas compétitionner contre Chad qui est assis à ma gauche. Puis moi, j'aimerais bien avoir la jolie demoiselle qui est devant moi. Là, c'est un exemple hétéronormatif, mais finalement, c'est difficile d'arriver à, comment je peux dire, à atteindre les mêmes choses, alors que pour le Chad, ça semble tellement facile. Puis moi, j'essaye, puis ça change pas. Donc finalement, c'est pas ma faute à moi qui est pas capable, c'est que c'est en fait la jeune demoiselle qui, ses critères à elle, c'est des Chads. Exact. Puis c'est pas juste stupide, c'est que moi, je pourrais jamais être intéressant parce que elle a appris que l'homme parfait,
c'est Chad. Donc là, je me fâche contre elle. Et ben oui, puis ça va au-delà, mais parce qu'elle veut pas comprendre, parce qu'elle veut pas m'entendre, parce qu'elle réalise pas l'impact qu'elle a sur moi, mais la seule manière de le faire, c'est en reprenant du contrôle, mais ça peut aller jusqu'à utiliser la force. La force, la violence. Tout à fait. Le viol. Je pense que c'est l'histoire qui a été racontée sur Toronto. Là, tu connais mieux les événements que moi, mais c'est un incel qui était actif sur un forum de incel qui a même encouragé les incels à passer à l'action. Moi, je voyais vraiment un lien entre le modus operandi de ce jeune homme et le modus operandi de plusieurs jeunes terroristes d'État islamique là, qui, dans l'isolation complète, se sont retrouvés à utiliser la violence et à encourager les gens comme eux à faire de même. Il y a une espèce de solidarité dans cette communauté d'isolés. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est parce qu'en fait, il y a toute l'idée d'empathie et de sympathie. Là, c'est pas parce que t'es un homme célibataire que t'arrives pas à trouver l'amour que nécessairement t'es un incel. Puis c'est pas parce que t'es un incel puis que tu parles en disant, hey, c'est difficile de trouver l'amour aujourd'hui puis moi, Tinder, ça m'intéresse pas puis aller dans des bars, je trouve ça tough, que nécessairement t'es quelqu'un qui va passer à l'acte. Mais par contre, là où on peut voir des similarités, c'est que dans le processus de radicalisation, il va y avoir des changements, puis finalement, ton idéologie va devenir que ça, ton but ultime dans la vie. Ça va être ton projet de vie. Donc, c'est là où on peut vraiment regarder entre des gens qui sont radicalisés, politico-religieux et qui ont pris la décision, par exemple, de rejoindre l'État islamique dont tu faisais mention. Mais là, c'est devenu ça. Leur but, leur vocation, exactement. C'est moi, je vais faire ça, puis l'idée c'est de faire du bon. C'est pareil en ce moment pour les incels, ceux qui ont des propos violents, des propos haineux, tout ça. L'idée, c'est de rendre service pour réveiller le reste de la population en disant, mais là-dedans, c'est nous les victimes. Parce que nous, on n'y arrive pas, puis que c'est très difficile. C'est nous les victimes. Et que ça me fait penser à la alt-right, puis que ça me fait penser à beaucoup de jeunes hommes blancs qui voient le féminisme comme une attaque à leur personne et qui se disent, non, c'est nous les victimes. Parce que nous aussi, parfois, nous sommes victimes. C'est nous les vraies victimes de ce débat-là. Moi, personnellement, je passe aussi beaucoup de temps à m'informer sur la question, puis j'essaie de nourrir la réflexion numérique beaucoup derrière ces enjeux-là. Puis ce que je constate beaucoup sur ces forums, il y a beaucoup un biais de confirmation. C'est parce que non seulement on développe une haine pour autrui, là je parle des incels, quand on se dit mais c'est pas juste parce que moi je réussis pas à être un Chad, puis c'est pas juste donc j'haïs les autres, j'haïs les femmes, j'haïs les Chads. Mais de l'autre côté aussi, il peut y avoir un biais de confirmation parce que il y a des communautés au sein de ces communautés-là qui donnent des trucs, des conseils de séduction aux jeunes hommes qui, mais parfois peuvent fonctionner si le message est fais plus attention à ta forme physique, deviens quelqu'un de plus intéressant, porte du plus beau linge, ça se peut que tu pognes un peu plus. Puis là, ça se peut que tu dises mais coudonc, ces informations-là sont véridiques. C'est vrai que les filles, c'est toutes des connes finalement. Donc tu as un biais de confirmation sur ta prédisposition à haïr quelqu'un. Donc, il y a une espèce de cycle qui s'auto-nourrit à cet égard-là, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis c'est très stéréotypé aussi. Puis on va s'attarder beaucoup sur le physique. Puis dans la série, on voit les commentaires écrits par les trolls. Quand c'est dégradant, on va souvent l'associer à une partie génitale, en fait, de la femme. On va la réduire à un objet, à son utilisation dans la sexualité. On va déshumaniser la femme, certainement. On va la déshumaniser dans le contexte de la violence, ça c'est sûr et certain. Lorsqu'on dit lorsqu'on tient des propos pro-viol, on enlève tout le côté humain à la personne. Donc, la déshumanisation est présente. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'utilisation des mots va rester très, très genrée. Puis, dans les exemples que tu as nommés, habille-toi bien, c'est très stéréotypé aussi, habille-toi bien, fais un peu plus de sport, alors qu'en réalité, l'idée, c'est apprends à t'aimer comme t'es. Apprends à considérer que lorsque quelqu'un d'autre a du pouvoir ou réussit, ça veut pas dire que toi tu réussis moins bien. Puis c'est un des exemples. Dans la comparaison. Exactement, tu sais, c'est comme Cédric quand il dit mais là c'est toi qui as gagné donc moi j'ai perdu, tu sais, l'idée du trophée, mais c'est pas ça en fait, c'est pas parce que quelqu'un gagne que
que toi tu perds C'est nécessairement. Puis c'est ça en fait qui vient chercher les incels, c'est parce qu'ils vont considérer que moi je suis un perdant parce que eux gagnent, puis comment je peux faire pour avoir un statut de gagnant? Je vais aller prendre le contrôle. Puis c'est pas juste je vais tirer la chaise ou je vais aller chercher un trophée, c'est pour prendre du contrôle, l'autre personne n'étant pas consentante, je vais forcer le contrôle. Ce qui est fascinant de la série Le Jeu à TVA et du podcast, c'est que nous, on est bien sûr ouvert à la critique. On pense que pour ce qui est de la série télé, on est conscient que c'est une œuvre de fiction, c'est une série dramatique, puis qu'il y a de l'exagération pour faire un bon spectacle. On pense aussi que la majorité des points qui sont abordés dans la série ont une racine réelle dans la vraie vie, puis c'est beaucoup ce qu'on a parlé à l'émission. Mais je voulais apporter cette distinction parce que bien sûr qu'on est ouvert à la critique, puis bien sûr que si on veut être reconnu en tant que réflexion, et tous les mouvements devraient aussi être ouverts à la critique. On a récolté un certain best-of des mauvais commentaires qu'on a eu sur la série, puis bien sûr, tout ce qui est une réflexion artistique et ou idéologique pertinente, qui amène une critique constructive, on le reçoit bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que la série Le Jeu a attisé certains trolls qui sont en plein dans la thématique de la série, et qui même, dès les premiers épisodes, semblaient fatigués et fâchés par certains éléments précis de la série. Puis, sans les nommer, bien sûr, on va faire le tour de certains des posts des trolls les plus vocaux de la série. Mais moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux, quand j'ai regardé pas mal l'ensemble des commentaires qui ont été faits sur la série, puis aussi, il y a des groupes de gamers et de gamers qui ont posé des questions sur la réception des gens. Puis, moi, en partant, là, ce que je trouvais fascinant, c'est que l'ensemble des commentaires étaient généralement indifférents ou positifs. Et les commentaires très positifs venaient souvent des filles qui sont très touchées par certains enjeux qu'on voit surtout au début de la saison. Et que les gens qui avaient un bémol, puis les gens du oui mais, puis les gens du non mais, qui niaient peut-être, mais étaient souvent stéréotypiquement des gens qu'on s'imagine comme étant les trolls, qu'on dépeint même dans la série. Je donne un exemple. Un des messages qu'on a reçus, c'est que en réalité, les développeuses de jeux savent très bien que c'est un monde d'hommes compétitifs et qu'elle n'a qu'à jouer la demoiselle en détresse pour gagner. #Le jeu TVA. On a peut-être un bel exemple de quelqu'un qui dit, mais comme la fille gagne dans l'industrie du jeu vidéo, ça veut dire que nous, on perd. T'sais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce discours-là? Qu'est-ce que tu penses de ce discours-là? Puis ça vient de quelqu'un qui pensait aussi que les fugueuses, là, pour revenir à une autre série populaire de TVA, savaient très bien dans quoi elles s'embarquaient en pensant que leur vagin les protégerait. C'est horrible à lire et à réfléchir. On est encore une fois, je pense, dans l'attaque de la victoire plutôt que de se sortir soi-même de sa condition négative. Puis tu vois, ça fait écho aussi avec le terme vagin. Pourquoi réduire la femme à son système reproducteur ou justement à la partie génitale, exactement, qui va lui donner du plaisir. Puis c'est quoi le mot que tu as utilisé? Jeune demoiselle, elle dit... Il y a une des phrases où tu dis la jeune... J'ai dit, les développeurs savent très bien que c'est un monde d'hommes compétitifs. Ah oui, et qu'elle n'a qu'à y jouer la demoiselle en détresse pour gagner. Oui, puis ça, c'est super intéressant parce que au début, dans le premier épisode, j'avais l'impression que ça donnait l'image de tiens, c'est une jeune femme qui est bonne, elle a du potentiel, mais en même temps, elle a l'air pas en contrôle de sa vie. Zut, je suis en retard. Non, j'ai oublié mon téléphone. C'est comme si, une femme qui est carriériste peut pas réussir à avoir un agenda très serré. Puis, son jeu vidéo aussi fait un peu appel à, je vais courir, c'est une femme, il faut qu'elle se défende contre un homme. Donc, je trouve que la critique est capable de nommer des points qui, on peut se questionner en disant, est-ce que les femmes doivent avoir des comportements stéréotypés auxquels on s'attend pour réussir à faire la différence entre les hommes, par exemple, dans ce domaine-là. Mais c'est juste que de la manière dont c'est écrit, puis c'est là où on peut se questionner entre des vrais trolls qui sont là juste pour semer un contre-discours ou bien quelqu'un qui adhère à son opinion, puis c'est vraiment son opinion, puis ses questionnements. C'est là où des fois je trouve que c'est difficile à faire une nuance parce que on va avoir tendance à banaliser le troll, alors que dès les premiers textos,
les premières notifications qu'elle reçoit, moi, je me suis dit, mais pourquoi c'est banalisé? Pourquoi c'est pas pris au sérieux? Puis ça, en fait, on dit, c'est quelqu'un qui veut faire une joke. Mais attends, il y a une différence entre quelqu'un qui est là pour donner un discours polarisant, ça va être drôle, versus quelqu'un qui y croit, puis là, on dépasse la blague. Là. C'est mon opinion, mais comme on n'arrive pas à faire cette différence-là, mais c'est des choses qui sont à prendre en considération, puis il y a des systèmes, puis il y a des éléments qui sont en place pour offrir du support à quelqu'un qui reçoit ces trolls-là, puis ça existe aujourd'hui. Là. Je sais que tu as reçu on en a parlé, exactement, avec Stéphanie Harvey, entre autres, Joanie Gontier. Puis ça, c'est important que ce soit dit, parce que ça existe, puis l'idée, c'est pas de faire une chasse aux trolls ou une chasse aux incels puis de bannir ces forums-là, au contraire, parce que l'isolement est encore pire, selon moi. Tout à fait. Faut trouver un moyen de les ramener avec nous autres. Exactement. Puis parce qu'ils sont là, on vient en parler. Pourquoi tu détestes les femmes? Qu'est-ce qui fait que leur présence là, écoute, ça te dégoûte à un point tel? Go, on va en parler. Explique-moi. Moi, je veux comprendre. Puis après ça, comme on en parlait au tout début, c'est d'aller chercher quels sont les facteurs autour de ça. On arrive à comprendre. Tu sais, Franck, du jour au lendemain, il s'est pas dit, je vais aller voir la jeune demoiselle qui est excellente dans les jeux comme productrice, puis je vais m'occuper d'elle. Non, tu sais, c'est un processus. On connaît peu ou pas le passé de Frank. On voit que c'est un individu isolé, comme on a mentionné, avec peu de support autour de lui, des relations difficiles avec sa mère qui semble être une des seules personnes dans sa vie. Ce qui est intéressant aussi, moi je le vois en regardant les anecdotes de ces formats-là passés, des gens qui vont être convaincus. C'est un des leitmotifs de cette pensée-là, c'est toutes les femmes sont comme ça. On dit... Moi, je vois souvent « all women are like that ». Puis ça, je vois ça comme un mécanisme de défense, dans le sens où, oui, peut-être là que toi ou un de tes bons amis ou un de tes frères a subi une trahison là, par une femme. Là. Peut-être qu'il est arrivé... Imaginons la pire chose qu'il peut t'imaginer. Là. Tu t'es fait tromper, est parti avec les enfants. Peu importe, la pire chose qu'il peut t'imaginer. Mais peut-être c'est vraiment arrivé. Mais tu peux pas penser que tous les êtres humains sont comme ça, que tous les individus féminins sont comme ça. C'est là où, pour moi, ça devient presque un dogme à la Terre est plate. C'est de dire, non, il faut absolument que tu crois que si des connes existent, elles sont toutes connes. Alors que c'est complètement irrationnel comme réflexion. Puis ça devient en fait aussi du nous contre eux. Puis il y a plusieurs thématiques comme ça. Il y en a que ça va être tiens, ça me regarde pas parce que moi j'ai pas été touchée par ça. Ça va être ils sont tous pareils. Ça va être un même discours pour tous. Puis encore un du nous contre le eux. Puis ça, c'est des éléments qu'on peut trouver dans d'autres sphères de la vie. De la radicalisation aussi. De la radicalisation, tout à fait. Que ce soit sur des sujets sensibles comme les accommodements raisonnables, comme l'accueil des réfugiés, comme le côté de la gentrification, le capitalisme, le nationalisme, le privilège blanc, etc. Tout ça, ce sont des thématiques où on peut avoir des discours qui sont très, très polarisants, puis à la fin, on va se cristalliser dans notre discours. Puis ça, c'est des exemples qu'on a pu voir à travers la série. Puis je trouve ça super important qu'on en parle parce que c'est là, ça existe. Et c'est un sujet qui est tellement important, comme tu le dis. On a tellement de choses à raconter, encore une fois. C'est peut-être pas la dernière fois qu'on aura la chance de parler de ces sujets-là ensemble. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans d'autres attaques à l'émission, c'est que, par exemple, même les trolls négatifs, qu'on pourrait appeler de stéréotypement utilisant le langage des incels et défendant Gamergate comme étant une conspiration. Mais même dans leur texte, j'ai devant moi un paragraphe, là, c'est littéralement un travail de recherche. Là. Il y a des statistiques, il y a beaucoup de temps qui a été placé à contre-argumenter contre un des articles ou un de nos podcasts qui a été partagé sur la page. Puis si on prend les arguments point par point, mais c'est soit du ad hominem, c'est soit on attaque la messagère en essayant de la discréditer. On parle ici de Anita Sarkeesian, là, qui est au cœur de la controverse Gamergate. Soit on essaie de critiquer ad hominem pour décrédibiliser la victime, comme on voit parfois dans des cours et comme on voit parfois dans d'autres techniques de manipulation qui existent malheureusement aujourd'hui. Et sinon, on s'attaque à des potentielles faiblesses, détails dans le texte
qui, même là, selon moi, la manière de rétorquer est complètement subjective, mais c'est que même si on accepte que, ah oui, c'est comme de dire, on devrait faire plus de place aux personnes LGBTQ+, dans notre société, eux le voient comme une attaque. Comme on mentionnait, ils voient comme, ben non, ça veut dire que nous, on va perdre. Puis, et quand on prend les contre-arguments en question de nos trolls, on va dire lettrés, qui mettent beaucoup d'énergie à essayer de nous contredire, ben, on rétorque avec les détails, question de décrédibiliser, mais on s'attaque pas à l'enjeu principal. Moi, je pense que dans la série Le Jeu, là, puis dans le podcast Le Jeu, il y a personne qui a dit à personne il y a aucun problème chez les hommes dans l'industrie du jeu vidéo. T'sais. Mais c'est souvent perçu comme ça quand on parle d'un problème dans lequel on s'identifie moins en tant que public masculin. Est-ce que tu vois une piste de solution à cette isolation aussi rhétorique des potentiels radicaux? Ben, au centre, on a une ligne d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les gens peuvent y aller quand ils ont des inquiétudes, quand ils ont des incertitudes. À qui ça s'adresse? Des gens qui se doutent de leur propre comportement ou qui ont des doutes sur le comportement d'un proche? Ça s'adresse à tout le monde. Donc, ceux qui se rendent compte que peut-être leur comportement, je dérive un peu. D'autres qui ont des inquiétudes sur le comportement de leurs enfants, de leurs proches, frères, oncles, cousins, cousines, peu importe, amis, collègues, amoureuses, compagnes, tout le monde. C'est un service qui est gratuit, puis c'est vraiment une ligne d'écoute. Mm-hmm. Puis ça, c'est sûr que les incels en font partie, mais tu as parlé d'autres types de radicalisation. Ça aussi, ça en fait partie. Puis on est dans la prévention de la radicalisation qui mène à la violence. Donc, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des propos haineux écrits comme tels. Lorsqu'il y a des propos haineux qui déshumanisent, qui appellent à la violence, incitent à la haine, ça, c'est sûr que ça s'est transféré à un corps policier. Puis quand on appelle au centre, c'est pas un signalement. Donc, c'est vraiment une ligne d'écoute. Puis, voilà, on accueille et on aide, on accompagne les gens qui sont là et qui nous contactent. Merci de le faire, puis c'est un travail tellement important. J'ai l'impression que vous êtes bien placé pour voir les résultats de certains mots de notre société. Ça, c'est évident. Merci infiniment, Margot, d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Puis merci de faire le travail que tu fais au Centre de prévention de la radicalisation qui mène à la violence, c'est ça? Et sur cette douce musique jazz, nous irons vers le générique de cette dernière émission de la saison 1 du podcast Le Jeu. Qui sait? On sait jamais s'il y aura une suite. Sinon, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au son, Albert Chambers. À la recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholet. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin. Une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Mon nom est Fred Bastien et pour plus d'informations sur le podcast Le Jeu ou la série Le Jeu diffusée à TVA, rendez-vous au www.lejeutva.ca. Merci et continuez de surfer l'Internet en n'ayant pas trop peur, mais des fois en vous rendant compte que ça prend moins d'isolement dans nos sociétés. Ça, c'est mon éditorial de fin. Bye. Plus d'empathie, développer l'empathie. OK, bye.